Comme je vois que la salle est presque remplie déjà, je vous souhaite la bienvenue au nom de François de Mazières, maire de Versailles. Je vois beaucoup d'habitués, et oui, beaucoup d'habitués en fait, et j'en suis ravi. Je vous souhaite également la bienvenue au nom d'Emmanuelle de Crépy, notre adjointe à la culture, qui est également présente parmi nous, que je remercie. Et je suis très heureux d'accueillir ce soir parmi nous un récidiviste, puisque c'est le seul intervenant de la série des grands amphis qui soit à sa 3e, donc ça devient une manie. Chez nous, chez lui je ne sais pas, on verra. Peut-être on verra ça à la 4e. En tout cas, bon, Étienne Coin, je ne suis même pas sûr qu'il soit besoin de le présenter. Il est physicien, philosophe des sciences. Il dirige le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au CEA, commissariat à l'énergie atomique. C'est un grand vulgarisateur des sciences, autant qu'un scientifique lui-même. Il produit le Pourquoi du comment sur France Culture. Et il vient nous parler ce soir d'un ouvrage très original, en tout cas c'est mon opinion, j'espère que ce sera également la vôtre à l'issue de cette conférence, qui s'appelle Court-circuit, et je ne vais pas en parler beaucoup plus longtemps, parce qu'il est là pour ça, et il le fera beaucoup mieux que moi. Je veux simplement vous indiquer qu'à l'issue de cette conférence, vous pourrez vous procurer son ouvrage, grâce à la complicité de notre libraire partenaire, la librairie Antoine, qui évidemment vous le proposera et vous le vendra bien gentiment à la sortie de cette salle. Très bonne conférence. Merci Étienne Klein. Merci Étienne. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Voilà. Donc, merci pour votre invitation. Je suis ravi de revenir. En effet, je suis récidiviste, mais je me disais quand même être récidiviste et aller donc de façon régulière dans l'impasse des gendarmes, c'est pas la meilleure idée que j'ai pu avoir, je pense. En fait, je suis ravi d'être là. Et à propos de ce nom de rue, impasse des gendarmes, compte tenu de l'actualité présente, je me demande s'il y a un sens caché qu'il faudrait déterminer. Alors, je suis là, en effet, pour vous parler de ce livre qui vient de sortir, qui est original par le fait que, à la différence des autres que j'ai pu produire, il ne s'agit pas d'un livre de vulgarisation, proprement dit, ça fait que je ne sais pas très bien quoi en dire, parce qu'il est un peu fourre-tout, et je vais expliquer quand même en quoi il consiste, et ce qui m'a donné l'idée d'écrire un livre constitué de 10 chapitres, qui sont indépendants les uns des autres, mais dans lesquels l'idée de court-circuit se trouve développée d'une façon qui n'est pas identique dans tous les chapitres. En fait, c'est une sorte d'éloge du mélange des genres. Aujourd'hui, vous l'entendez, vous le lisez, tout le monde prend la parole sur tous les sujets. Ça engendre une certaine confusion générale. Les gens experts ou spécialistes se cantonnent dans leur discipline, de sorte que dans le débat public, une parole éclairée et en même temps générale a tendance à se faire assez rare. Et l'idée, c'est de promouvoir une sorte de mélange des genres qui ait du sens. D'ailleurs, quand on mélange des choses, souvent ça provoque des questions originales. Par exemple, si vous prenez un pot de peinture blanche d'une certaine taille qui est rempli de peinture blanche, et que vous placez à côté de lui un pot de peinture verte de même volume contenant lui de la peinture verte, et si vous prenez une petite cuillère que vous trempez dans le pot de peinture blanche, vous la remplissez de peinture blanche et vous la versez dans le pot de peinture verte, ça va faire monter le niveau du pot de peinture verte. Et si vous touillez, la peinture verte va légèrement blanchir. Une fois que vous avez fait cette opération, vous reprenez la cuillère qui est vide, vous la trempez dans le pot de peinture verte qui est un peu blanchi, et vous versez le contenu ainsi obtenu dans le pot de peinture blanche. Du coup, à nouveau, les deux volumes sont égaux, mais la peinture blanche, après que vous ayez un peu touillé, va légèrement verdir. Question, la concentration de peinture verte dans le pot de peinture blanche est-elle inférieure, égale ou supérieure à la concentration de peinture blanche dans le pot de peinture verte?
Qui pense qu'elle est inférieure? Qui pense qu'elle est supérieure? Qui pense qu'elle est égale? Le nombre de sans opinion est tout de même considérable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réponse intuitive, en fait. Pour connaître la bonne réponse, il faut poser des équations exprimant les lois de conservation. Et quand on fait cela, on obtient que la concentration de peinture verte dans la peinture blanche est égale à la concentration de peinture blanche dans le pot de peinture verte. Mais ce n'est pas du tout intuitif. Vous voyez, dès qu'on mélange les choses, on peut se tromper, on fabrique de la nouveauté qui peut être intéressante à penser en tant que telle. Alors, pour dire la vérité, c'est un livre dans lequel il y a plus d'aveux personnels que dans les autres livres. Bon, en général, il n'y en a pas du tout. Mais c'est peut-être un effet de l'âge. En vieillissant, on est plus disposé à parler de questions qui nous tourmentent en secret. Et en l'occurrence, l'idée du livre, elle est née d'un événement tragique qui est la mort de mon frère aîné. Je suis d'une famille de 7 enfants et mon frère aîné est mort il y a 1 an. Il avait exactement 1 an de plus que moi, donc entre 2 frères de même parents, c'est une durée presque minimale. Et donc je l'ai vu pratiquement tous les jours de ma vie jusqu'à mes 20 ans, et ensuite évidemment je l'ai vu régulièrement. Et il était en quelque sorte mon antiparticule, au sens où il avait une intelligence manuelle, et même un génie de la main, on pourrait dire, dont je suis parfaitement dépourvu. Au sens où il était capable de réparer n'importe quel objet technique, n'importe quel moteur, qu'il soit électrique, mécanique. Ça pouvait aller d'une dynamo de vélo à une mobilette, puis une moto, une voiture, un moteur d'avion même. Il a une espèce d'intuition de comment marchent les machines, alors même qu'il tombait en syncope à la vue de la moindre équation mathématique, même triviale. Voilà. Donc une espèce de méfiance ou de désintérêt pour l'abstraction, alors que moi j'étais plutôt exactement le contraire. Quand il n'y a pas d'équation, je ne sais pas de quoi on parle. Et quand je dois changer une ampoule, je commence par lire la notice. D'accord ? Donc c'était de ce point de vue-là mon antiparticule. Et c'est pas très compliqué de voir que des profils comme le mien sont promus par l'éducation nationale et des profils comme le sien sont massacrés par l'éducation nationale. Autrement dit, cette intelligence qu'il avait n'a pas été perçue, en tout cas pas par le système éducatif. Elle l'a été plus tard par l'armée, quand il a fait son service militaire. Bien, les militaires ont tout de suite vu qu'il avait ce don exceptionnel, au point qu'il a pu devenir officier, alors même qu'il n'avait pas le bac, ce qui à l'époque était... Et je crois que c'est toujours vrai, c'est pas possible d'être officier sans le bac, mais lui a pu l'être, parce que justement, l'armée avait remarqué qu'il était capable de réparer n'importe quelle pièce mécanique d'un char d'assaut, par exemple. Bon. Alors qu'il n'avait jamais vu de char d'assaut de sa vie. Donc ça m'a amené à une réflexion sur les différentes sortes d'intelligence, à relire des ouvrages là-dessus, notamment de Paul Valéry, qui a écrit en 1933 un ouvrage qui s'appelle « À propos de l'intelligence », où il note que l'intelligence ne se mesure pas par le diplôme, mais par un spectre de potentialités extrêmement large, dont on a tendance à ne retenir que certaines fréquences particulières, qui sont promues au motif que d'autres ne le sont pas. Et si je dis ça, c'est parce que mon frère est mort de l'alcool, en fait, enfin des conséquences d'un alcoolisme sévère, liées au fait qu'il n'a jamais vraiment pu trouver sa place dans le système, aussi bien éducatif que dans l'entreprise, capable de reconnaître ses talents. Et ça m'a amené donc à pratiquer une sorte de court-circuit entre lui et moi pour voir quelles sont les contradictions qui nous opposent et qui en même temps ne nous empêchaient pas d'être évidemment des frères. Mais pour avoir fait une petite enquête, je peux vous dire qu'il n'y a qu'en France qu'on considère que être intelligent signifie être intellectuel. Et il n'y a qu'en France qu'on considère que ne pas être intelligent signifie être manuel. C'est une espèce de syllogisme absurde qui n'existe qu'en France, qu'on ne voit pas du tout en Suisse, pas en Allemagne, etc. Et il y a aussi cette idée parfaitement française qu'il y aurait différentes sortes de cerveaux. Des cerveaux
scientifiques et des cerveaux littéraires. Et le système éducatif, au bout de quelques années, décide ou vous fait sentir que vous êtes plutôt scientifique plutôt que littéraire, ce qui n'a aucun sens. Tous les cerveaux sont absolument identiques, et comme si il s'agissait d'identifier nos prédispositions pour déterminer nos orientations. Et pour l'avoir bien connu, ce système fait que si vous êtes classé comme scientifique, en l'occurrence bon en maths, le français devient une matière à pondération relative. Et si au contraire on considère que vous êtes littéraire, alors les sciences, vous pouvez les oublier. C'est absurde. C'est complètement absurde. Et ça produit des ravages qu'on voit mal parce que nous avons une élite extrêmement forte, nous avons des prix Nobel dans toutes les disciplines scientifiques, nous avons des médailles Fields en mathématiques, et donc nous pensons que nous sommes forts en maths. Mais les classements internationaux le montrent, c'est complètement faux, on est en fin de classement. Si vous regardez le classement Teams, qui compare les performances en mathématiques et en sciences des élèves de CM2 et de 4e dans tous les pays de l'OCDE, on est avant-dernier. On est avant-dernier. Le seul pays qui soit derrière nous, c'est le Chili. Et en Europe, on est complètement dernier. Parce que la valeur moyenne de notre niveau est très basse. Ceux qui sont en tête de classement, ce sont les pays du Nord, dans lesquels, une fois qu'on a vu qu'un élève avait des difficultés en mathématiques, on triple le nombre d'heures de mathématiques qu'il reçoit. Au lieu de lui dire « t'es pas fait pour les maths », on lui dit « t'es fait pour les maths, mais ça va te demander du travail ». Ce qui fait que le niveau moyen est bien plus élevé. Et le Portugal, par exemple, qui n'a pas de prix Nobel et pas de médaille Fields, est à 10 places au-dessus de nous. Et moi, je m'étonne que ces sujets-là ne soient pas vraiment traités politiquement, parce qu'ils ont des conséquences énormes sur la façon dont les gens ressentent leur rapport aux sciences. Et puis, à l'heure où on veut réindustrialiser la France, c'est le mantra de beaucoup de partis politiques, eh bien, il faut des gens qui soient compétents en mathématiques dans beaucoup de domaines. Et une fois que j'ai rédigé ce chapitre sur mon frère, et le but n'était pas de faire un livre, le but c'était d'écrire sur lui, pour moi en fait, eh bien, j'ai eu d'autres idées d'association, comme ça, de choses qui sont en apparence contradictoires, qu'on ne met pas ensemble, spontanément, tellement notre rapport au savoir est devenu atomisé, disciplinaire. L'idée, c'est de prendre deux concepts, deux verbes, deux notions, qu'on n'a pas tendance à associer, de les rapprocher, et puis de voir si ça fait un court-circuit. Et si ça fait un court-circuit, de voir si ça fait ou non des étincelles. Et évidemment, il y a beaucoup de situations où il ne se passe rien, mais j'en ai trouvé 10 où il se passe des choses, en tout cas à mon avis. Et après avoir terminé le livre, je me suis dit que j'aurais pu allonger la liste et éventuellement écrire plus tard un tome 2 de court-circuit. Mais bon, j'aime pas trop tirer des filons en général, donc je crois que je vais me contenter de celui-là, mais je ne vais pas dire ce qu'il y a dans tous les chapitres, peut-être donner quelques exemples. Il y a plusieurs portraits dans le livre dont je tire certaines leçons, par exemple un portrait de Michel Serres, dont vous savez qu'il est mort il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, et qui a été quelqu'un de très important dans ma vie, puisque quand j'avais une trentaine d'années, il m'a invité à participer à une équipe de scientifiques qui allait rédiger un dictionnaire des concepts qui s'est appelé le Trésor des sciences. Et l'idée qu'il défendait était que la vie intellectuelle française manque de cohérence. Au sens où, pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, un intellectuel en France peut être brillant sans même savoir ce qu'est une exponentielle ou sans même savoir faire une règle de 3. On connaît des exemples. Il y a une telle séparation des disciplines qu'on peut être à la fois excellent et nul. Bon. Excellent dans un domaine et nul dans d'autres domaines. Et ce déséquilibre l'a toujours choqué. Et en plus de cela, lui réclamait qu'on mette une cohérence dans la façon de parler. Par exemple, vous savez que les philosophes, de quelque obédience qu'ils soient, parlent du temps. On parle du temps depuis qu'il y a de la philosophie. Mais il ne vous a pas non plus échappé que les scientifiques parlent du temps, notamment les physiciens, quand on fait un paramètre mathématique qu'ils mettent dans leurs équations.
Une fois qu'on fait ce constat, si on a une sorte d'exigence de rigueur intellectuelle, il y a une question qu'on doit se poser qui est, quand un philosophe parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose qu'un physicien? Question basique, que moi je me suis posée quand j'étais en terminale. J'avais des cours de philosophie et des cours de physique, et le prof de philo plusieurs fois nous a fait cours sur le temps, et le prof de physique parlait du temps quasiment à tous les cours. Et donc, naïf que j'étais, je me demandais, est-ce que le professeur de physique parle de la même chose que le professeur de philosophie? Si la réponse à cette question est non, il parle de choses différentes. Alors pourquoi c'est le même mot? Le fait de dire des choses différentes à propos de choses différentes crée de la confusion. Si au contraire, il parle de la même chose, alors advient une seconde question qui est, est-ce qu'ils disent les mêmes choses de cette même chose? Et la réponse est clairement non. Elle est d'autant plus non que les philosophes ne disent pas tous la même chose du temps. Voilà. Kant ne parle pas du temps comme Aristote, et ni Bergson, ni Merleau-Ponty, ni Heidegger, ni Husserl, etc. Donc déjà, il y a à qui je fais confiance? Est-ce que je fais confiance aux physiciens ou est-ce que je fais confiance aux philosophes? Ces questions ne sont jamais posées. De sorte que chacun peut parler dans son coin sans que son discours soit mis à l'épreuve de savoir positif qui viendrait d'autres disciplines. Par exemple, j'en ai déjà parlé ici, les physiciens, il n'y a pas très longtemps, ont détecté pour la première fois ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Et puis en 2012, ils ont détecté au CERN à Genève une particule nouvelle qui avait été prédite depuis longtemps, qui s'appelle le boson de Higgs. Je ne vais pas y revenir, mais c'est des découvertes qui ont à voir avec le temps. Le boson de Higgs, parce qu'il explique comment les particules élémentaires ont acquis une masse non nulle dans l'univers primordial. Or, vous le savez, pour qu'une particule ou un référentiel ait un temps propre, il faut qu'il soit non nul, pas que sa masse soit non nulle, comme le dit Einstein. Donc ça a à voir avec le temps. Et puis les ondes gravitationnelles sont des vibrations de l'espace-temps qui se propagent à la vitesse de la lumière. Donc si on prend au sérieux ces découvertes, eh bien elles doivent sans doute éclairer, voire contraindre l'ensemble des réponses philosophiques qu'on apporte à des questions philosophiques. Et donc on devrait en tenir compte dans notre façon de penser philosophiquement le temps. Mais personne, évidemment, ne fait ce travail, au point que l'an dernier, alors que le sujet proposé aux candidats à l'agrégation de philosophie était le temps, les ouvrages que les candidats devaient lire, qui étaient au programme, c'était les ouvrages d'Aristote, Saint-Augustin, Kant, Bergson, Husserl, Merleau-Ponty, Heidegger et quelques autres, que des philosophes. Pas Newton, pas Einstein, pas Boltzmann, pas Dirac. Autrement dit, on fait du commentaire de commentaires, sans voir en quoi ce qui est dit dans ces textes peut être remanié par des découvertes qui viennent éclairer ou contredire ce qui se trouve là écrit. Et ça rendait foudrage Michel Serres qui, du coup, nous a réunis pendant 3 ans à écrire ce dictionnaire, où on prenait des mots communs à toutes les disciplines scientifiques. Et dans l'équipe, il y avait un physicien, un cosmologiste, un biologiste, un mathématicien, etc. Et on essayait de faire des définitions qui tiennent compte des savoirs des différentes disciplines. En plus, Michel Serres avait un nom qui était un palindrome. Serres, avec un S à la fin, ça se lit dans les deux sens, sans changer. Et lui, en fait, circulait constamment d'une science à l'autre, ou de la philosophie vers la science, faisait des allers-retours permanents, de sorte que jamais son discours n'était purement philosophique, ni n'était purement scientifique. Il était toujours dans une sorte d'entre-deux qui rendait son discours si particulier, en fait. Je parle bien de son discours oral, hein, parce que à l'écrit, moi j'avais beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal à lire ses livres, mais à l'oral, il était très très clair, très drôle, très, très joyeux toujours. Et d'ailleurs, il était joyeux d'une façon très, très particulière. C'est d'ailleurs comme ça que commence le chapitre. J'imagine que vous avez lu certains des ouvrages d'un autre philosophe qui s'appelait Clément Rosset,
qui est mort quelques années avant Michel Serres, et qui, lui, défendait l'idée que la joie est toujours le résultat d'une prise de conscience du tragique. Et on a toujours tendance à dire la joie, c'est quand tout va bien. On est joyeux quand on a des raisons d'être joyeux. Et ce que disait Clément Rosset, c'est l'inverse. Il dit, par exemple, tout être joyeux est à sa manière un déraisonnant. C'est-à-dire qu'on est toujours joyeux malgré tout, malgré toutes les raisons qu'il y a de ne pas l'être. Autrement dit, la joie, selon Rosset, elle est paradoxale, il l'appelle d'ailleurs la force majeure, parce qu'elle vient du fait qu'on a conscience du tragique. C'est la conscience du tragique qui nous rend joyeux. Et il m'a toujours semblé que Michel Serres correspondait à ce type de personnage. C'est-à-dire qu'il était à la fois profondément désespéré, notamment par la violence qu'il a connue quasiment tout au long de sa vie et qui l'a toujours traumatisé, que ce soit l'occupation, la guerre, Hiroshima, la Shoah et tout le reste. Ça l'a toujours tourmenté, il était obsédé par la violence en fait, et désespéré par le fait qu'il ne voyait pas comment elle pourrait disparaître. Donc il était tragiquement malheureux à cause de cela. Pour ça d'ailleurs qu'il a fondé le concept d'omniscience avec l'espoir que l'humanité comme l'univers pourrait être emportée dans un grand récit au bout duquel peut-être finirait-elle par abandonner la violence. Mais il était joyeux, tout le temps joyeux. Moi je ne l'ai jamais vu autrement que joyeux, alors qu'il était désespéré. En tout cas c'est l'hypothèse que je formule en disant que c'est un personnage à la Clément Rosset. Voilà. Et entre le moment où j'ai terminé ce chapitre et puis aujourd'hui, le journal de Michel Serres a été publié, en tout cas le premier tome qui fait 1700 pages, et à une page dont le numéro m'échappe, il se confie, et c'est une phrase, c'est un paragraphe que je cite dans le livre, il dit exactement ce que je viens de vous dire, à savoir qu'il est double, il est schizophrène, il est tragiquement désespéré et complètement joyeux. Et donc ces deux notions qu'on a tendance à opposer, en fait, par l'effet d'un court-circuit, elles peuvent se nourrir. Bon. Un autre chapitre est consacré... alors ça, c'est complètement... c'est complètement gratuit. C'est juste parce que je les aime tous les deux que je me suis obligé à les rapprocher l'un l'autre. Et quand on cherche des raisons de rapprocher des personnes, en l'occurrence, on trouve toujours des raisons de le faire. Les deux choses en question, les deux personnes, si on peut dire en question, c'est d'une part Albert Einstein et d'autre part les Rolling Stones, qui sont évidemment le plus grand groupe du monde et de tous les temps. Je dis ça en parfaite objectivité, puisque la différence qu'il y a entre eux et le deuxième plus grand groupe du monde est quand même extrêmement importante. Déjà, alors comment créer des courts-circuits ? Ça démarre tout de suite. Einstein en allemand, ça veut dire une pierre. Stones en anglais, ça veut dire des pierres. Donc passer de Einstein au Rolling Stones, c'est passer du singulier au pluriel. Bon. Ensuite, comme vous le savez, Einstein a changé notre façon de concevoir le temps en rapport avec l'espace. Bon, c'est la relativité. Et les Stones ont changé notre rapport au temps. C'est-à-dire ils ont inventé une nouvelle façon d'être jeune quand ils étaient jeunes, et ils ont inventé une nouvelle façon d'être vieux depuis qu'ils sont vieux. Je les ai vus 2 fois cet été en concert, et très franchement, je pense que la médecine ne fera pas de progrès notables tant qu'on n'aura pas autopsié Mick Jagger et surtout Keith Richards, qui, si les lois de la médecine étaient vraies, devrait être mort depuis une 50aine d'années. Or, il a 80 ans et il est en pleine forme. Quant à Mick Jagger, il peut courir le marathon et il chante pendant 2 heures sur scène en dansant avec une souplesse de jeune chaton. Quoi. Il y a un truc bizarre. Bon. Ensuite, et plus de façon plus... Bon, il y a évidemment la langue aussi. Hein. La photo la plus célèbre d'Einstein, c'est celle prise le jour de ses 72 ans. Il fête son anniversaire, il est agacé par les photographes qui l'attendent, il tire la langue. Et c'est une photo qui le résume assez bien, qui montre son impertinence.
et qui permet de faire croire qu'on connaît Einstein alors qu'on ne peut pas comprendre ses théories. Bon. C'est d'ailleurs une photo qu'il a utilisée comme carte de vœux les années suivantes, en 52, 53, 54 et 50. Non, après, à 55, ça ne marchait plus parce qu'il était mort. Mais, mais après, il y a le logo des Stones, qui est une langue un peu plus arrondie, moins pointue que celle d'Albert Einstein. Mais la grande question, c'est est-ce que le dessinateur qui a dessiné le logo des Stones, qui s'appelle John Pash, s'est inspiré de la langue d'Albert Einstein ou pas? L'histoire, à ma connaissance, ne le dit pas, mais on peut faire l'hypothèse que oui. Mais plus sérieusement, il y a un endroit où les Stones et Einstein se sont rencontrés. Vous savez qu'Einstein, quand il a quitté l'Europe en 1933, en octobre 1933, pour de bon, il a quitté l'Europe en sachant qu'il n'y reviendrait jamais, puisque Hitler venait de prendre le pouvoir à l'issue d'élections. Et Einstein a compris qu'il ne pourrait pas retourner en Allemagne et qu'un continent comme l'Europe qui avait pu supporter l'arrivée de Hitler au pouvoir ne recevrait plus jamais sa visite. Et il a tenu parole, il n'est jamais revenu en Europe, mais avant de quitter l'Europe, il a fait escale à Londres et il a donné un concert, pas un concert, il aurait pu jouer du violon. Il a donné un discours, prononcé un discours en anglais, dans le Royal Albert Hall à Londres, qui est la grande salle de Londres, qui contient 10 000 places. Il a donné un discours assez incroyable, en anglais, que vous pouvez trouver sur Internet, dans lequel il fait l'éloge de la liberté, en disant qu'il n'y a pas de créativité sans liberté, mais surtout, il dit que la liberté réclame qu'on la défende contre, en l'occurrence, Hitler. Et c'est le moment où il va cesser de soutenir les objecteurs de conscience. Il va cesser d'être pacifiste. Il aura d'ailleurs une entrevue avec Churchill, dans laquelle il va lui expliquer qu'il ne faut pas confondre Hitler et Mussolini. À l'époque, Mussolini n'était pas encore antisémite. Mais ce que Einstein, qui était un très fin psychologue sur les affaires politiques, contrairement à ce qu'on dit, a expliqué à Churchill que Hitler voulait la guerre. Et on était en 1933. Hitler voulait la guerre. Et donc il fallait non pas négocier avec lui, mais s'apprêter à le combattre. Et d'aucuns prétendent, et j'en fais partie même si je ne suis pas du tout historien, que ça a eu un rôle dans la façon dont Churchill a géré ces affaires-là en 1940, avec la fameuse phrase « We shall never surrender », on ne se rendra jamais. Voilà. Eh bien, 30 ans plus tard, en 1963, les Rolling Stones ont joué dans cette salle. Leur premier concert londonien, à l'époque ils avaient 19 ans, ils n'étaient pas très connus. D'ailleurs, j'ai retrouvé l'affiche qui annonce le concert. Il n'y a pas de photo qui soit restée, mais il y a l'affiche. Keith Richards, le guitariste, est présenté comme guitariste de 19 ans qui rêve de posséder une péniche sur la Tamise. Bon, c'est pas très rock'n'roll comme présentation, mais comme vous le savez, dans les années qui suivent, ils vont un peu changer de posture et devenir de vrais rockers. Ensuite, il y a beaucoup de choses à dire sur le fait que Einstein, comme vous le savez, contestait l'intrication quantique pour des raisons métaphysiques, en fait. Intrication qui a été démontrée depuis, qui a valu d'ailleurs à Alain Aspect le prix Nobel cette année, enfin en 2022, prix Nobel de physique. Et les Rolling Stones sont une sorte d'illustration charnelle de l'intrication quantique, puisque le tout qu'ils forment est beaucoup plus que la somme de ses parties. À chaque fois que l'un des Rolling Stones a tenté de faire une carrière solo, ça a été un désastre. Non, il n'existe qu'en tant que groupe. Et même quand un membre du groupe meurt ou les quitte et est remplacé par un autre, c'est toujours les Rolling Stones. C'est comme le bateau de Thésée, hein. On change les planches, mais ça ne change pas le bateau. Bon, vous voyez que je peux me laisser aller quand j'en parle à une forme de lyrisme débile, mais j'aime bien Einstein et j'aime bien les Rolling Stones, c'est pas la peine que j'en rajoute. Pour finir avec les portraits, et là on est dans un registre moins drôle, il y a un portrait d'un philosophe mathématicien
pas assez connu à mon goût, qui devrait être au Panthéon. J'espère qu'il le sera un jour, qui s'appelle Jean Cavaillès. Jean Cavaillès, qui a été fusillé par la Gestapo en avril. Il y a exactement on est à la date anniversaire de son assassinat, enfin, son exécution. C'était en 1944. Il a été reçu à l'École normale supérieure en philosophie, comme major, après avoir échoué une première fois, après une année de Cagne, mais il ne supportait pas la discipline de la Cagne, donc il a présenté le concours l'année suivante en candidat libre. Il a été reçu major et il a fait des mathématiques. Donc il est devenu philosophe des mathématiques et il a une biographie absolument incroyable. Il a passé 8 ans en Allemagne à travailler avec Hilbert et avec des gens comme Émile Noether pour traduire en français la correspondance entre Dedekind et Cantor sur les infinis, sur la notion d'infini. Et vivant en Allemagne, il a évidemment vu la montée du nazisme, il a très vite compris, un peu comme Einstein d'ailleurs, ce que ça voulait dire. Il avait assisté d'ailleurs à une réunion organisée par Einstein avant son élection dans une brasserie de Munich. Et si vous lisez le portrait qu'il a fait de Hitler ce jour-là, vous verrez qu'il avait tout de suite compris le personnage. Et donc quand il y a eu la déclaration de guerre, évidemment il a combattu, il s'est engagé, il a combattu, il a été fait prisonnier, il a été emmené dans un train en Allemagne, évidemment il s'est évadé. Il a donné des cours à la Sorbonne, puis est entré dans la clandestinité, il a fondé des réseaux de résistants, il a organisé des attentats, des opérations commando. Il a été arrêté 3 fois, je crois. À chaque fois, il s'est évadé, sauf la dernière. Et quand il était emprisonné, il écrivait des ouvrages de philosophie des maths. Absolument incroyable. D'ailleurs, si vous avez vu ce film de Melville, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle L'Armée des Ombres, eh bien, le personnage qui est joué par Paul Meurice est inspiré par Jean Cavaillès. Il y a d'ailleurs une scène où Lino Ventura, qui vient d'être sorti d'une prison, se planque dans une ferme, et la nuit, il entend frapper à la porte, il ouvre, c'est Paul Meurice, le personnage qui est joué par Paul Meurice qui entre, et sur la table sur laquelle travaillait Lino Ventura se trouve un livre intitulé « Logique et nombre transfini ». Et ça, c'est un ouvrage qu'en fait Cavaillès a écrit en prison, avant de s'évader. Et donc c'est un philosophe bourré d'explosifs, comme dira plus tard Georges Canguilhem. Et puis en août 1943, il a été arrêté près de Denfert-Rochereau, emprisonné à Fresnes. Il y a des archives qui sont sorties d'ailleurs tout récemment qui montrent, chose que j'ignorais, enfin que tout le monde ignorait, qu'en fait il a été libéré en octobre 1943. Il s'est cru libre, mais en fait c'était un piège pour le mettre en filature, pour le suivre. Et en fait tout son réseau, qui s'appelle le réseau Cohort, a été en partie démantelé. Sur les 1000 personnes qu'il comprenait, il y en a plusieurs centaines qui ont été torturées, plusieurs centaines ont été déportés, fusillés, etc. Et lui a été fusillé à Arras, à la Citadelle, en avril 1944, donc, quand les Allemands ont découvert que celui qui avait été tas de surnoms dans la résistance, plus d'une dizaine, il en avait un autre qu'ils ignoraient. Enfin, ils connaissaient le surnom, mais ils ne savaient pas que c'était lui qui était ainsi appelé, qui était Daniel. Et Daniel, c'est celui qui recherchait, c'est celui qui était entré dans l'arsenal des sous-marins à Lorient, sous-marins allemands, qui avaient posé des bombes, etc. Et donc là, c'était plus la déportation, c'était quasiment le peloton. Et à ma connaissance, Cavaillès, c'est le seul résistant qui est une œuvre de résistant absolument incroyable et qui en même temps est produit pendant l'occupation une œuvre intellectuelle considérable, tous les livres dont je parle ayant été publiés après son exécution. Il a cumulé l'action physique, en quelque sorte, avec le travail intellectuel, alors même que le directeur de l'école normale lui avait recommandé, au moment de la déclaration de la guerre, de mettre son cerveau au repos pour la France.
Hein. Autrement dit, de se faire discret, de réfléchir et de revenir après. D'accord ? Et la grande différence qu'il y a entre lui et Jean Moulin, ils se connaissaient évidemment, et ça parle à propos de la situation actuelle de l'Ukraine, c'est que lui disait non, c'est pas le moment de faire de la politique. Il ne s'agit pas de préparer la suite. Il s'agit de les virer. Et ensuite, on fera de la politique. Alors, je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il faut négocier avec Poutine. Je pense que ce genre de discours n'aurait pas du tout plu à Cavaillès, qui disait qu'il était entré en résistance parce qu'il était spinoziste. Autrement dit, il est entré en résistance par logique. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas de libre arbitre. La situation dans laquelle nous sommes étant intolérable, nous devons résister. Point. Pas la peine de discuter. C'est une affaire de logique et non pas de raisonnement. Et donc ce personnage est un prétexte à parler de court-circuit entre la vie et l'œuvre, entre le corps et l'esprit, entre le courage physique et l'intelligence analytique, etc. Voilà, donc je vous ai donné un peu quelques idées sur la façon dont ce livre s'est construit. C'est écrit d'ailleurs assez rapidement, parce que quand vous avez des chapitres indépendants à écrire, paradoxalement, ça demande moins de travail que d'écrire un long livre sur un seul sujet. Il y a quand même un chapitre qui m'a beaucoup amusé sur la relation entre le hasard et le destin, sur la notion même de hasard, en partant d'un constat que chacun d'entre nous peut faire, qui est que le mot hasard est un mot très ambigu, puisqu'il veut dire une chose et son contraire. On dira qu'un événement s'est produit par hasard si cet événement n'a pas de cause. Autrement dit, s'il est parfaitement contingent et aurait pu ne pas se produire. Hein ? Autrement dit, un événement qui advient par hasard est un événement qui n'a pas de cause. Bon. Mais dans d'autres situations, on parle de hasard à propos d'un événement qui a une cause qui n'est pas connue. Voilà, on ignore la cause, mais il y en a une. Et donc le mot hasard signifie à la fois absence de cause et cause inconnue. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, les débats sur la physique quantique entre Einstein et Bohr, qui ont abouti au travail d'Alain Aspect sur la non-séparabilité, portent exactement là-dessus. Est-ce que quand on invoque le hasard, c'est du hasard pur, qui n'a pas de cause, ou c'est un événement qui est en fait déterminé, dont la cause nous est cachée? Okay. Et Einstein refusait l'idée d'un hasard pur, hein, et c'est pour ça qu'il a contesté le fait que la mécanique quantique puisse être complète. Ça va l'opposer à Niels Bohr, etc. C'est une longue histoire que je raconte dans le livre. Mais vous voyez bien que le mot hasard n'est pas du tout clair. Et d'ailleurs, le mot hasard, c'est un mot qui vient de l'arabe hasard, qui veut dire dé. Un dé, on lance un dé, le résultat est censé advenir au hasard. C'est le hasard qui décide quelle est la face du dé qui va se montrer sur la table où vous l'avez jeté. Mais en fait, le mouvement du dé, il n'est pas du tout hasardeux. Il est complètement déterminé par des lois physiques déterministes. Le mouvement de la main, si vous pouviez le décrire précisément, la résistance de l'air, si vous pouviez la décrire parfaitement, les propriétés mécaniques de la table sur laquelle il va rebondir, etc. Si vous les connaissiez, vous pourriez prédire à coup sûr quelle est la face du dé qui va se montrer. Mais il y a tellement de causes enchevêtrées que ça aboutit à du hasard. Mais c'est un hasard qui n'est pas pur, qui est lié au fait que vous ne connaissez pas toutes les causes qui régissent le mouvement, la trajectoire du dé que vous avez lancé. D'accord ? Donc le dé, qu'on identifie comme le symbole du hasard, est en fait le résultat d'un comportement complètement déterministe dans lequel nul hasard n'intervient. Et alors si je me suis intéressé à tout cela, c'est parce qu'il m'est arrivé un petit événement dans ma vie, comme à chacun d'entre vous. Il y a quelques années, j'ai déménagé. Voilà.
j'ai changé d'appartement à Paris et j'ai visité qu'un appartement, un seul. Le premier dans la liste qu'on m'avait proposée. Et en le visitant, j'ai tout de suite senti qu'il faudrait que j'y habite. Bon. Le loyer était un peu élevé, mais bon. Et donc j'ai décidé de louer cet appartement, j'ai déménagé. Et le jour où j'ai mis tous mes meubles dans ce nouveau lieu, je devais également sortir pour faire le service de presse d'un livre qui allait être publié à l'époque, qui s'intitule « En cherchant Majorana », qui est l'histoire d'un physicien italien assez génial qui a disparu en 1938 dans des conditions mystérieuses à l'âge de 31 ans, pardon. Et ma démarche était de type modianesque. Modiano, ça veut dire quand on veut parler du passé, on va sur les lieux tels qu'ils sont au présent pour essayer de sentir ce qui a pu se passer dans le passé à cet endroit. Et donc j'étais allé en Italie, à Naples, en Sicile aussi, à Palerme, à Catane. Il est né à Catane, il a enseigné à Naples, il a vécu à Rome. Donc je suis allé à tous les endroits où il a vécu, y compris à Munich, où il avait passé quelques mois en compagnie de Heisenberg, pour essayer de trouver des archives, des traces, des témoignages, etc. Et le soir de mon emménagement, je devais prendre un train pour aller en Italie, prononcer le lendemain matin une conférence sur Majorana à l'occasion d'un colloque international organisé à Milan sur Majorana. J'avais été invité à faire la conférence inaugurale. Bon. Et au moment de quitter mon appartement pour prendre le train, je rencontre une de mes voisines qui deviendra une grande amie, qui s'appelait Aladine Lacroix, qui me souhaite la bienvenue et qui, voyant que je suis pressé, sort de son sac un livre qu'elle m'offre. Je lis le livre dans le train. C'est un livre de Modiano qui s'intitule « Chien de printemps ». Chien de printemps. Ma voisine ne pouvait pas savoir que j'avais écrit un livre sur Majorana, puisqu'il n'était pas encore paru et personne n'en avait parlé. Bon. Je lis ce livre dans le train et je suis tellement captivé par ce que je lis que d'une part, je ne prépare pas ma conférence et d'autre part, j'oublie de descendre à Turin, ou à Milan, je ne sais plus si c'était Milan ou Turin, enfin bref, il fallait s'arrêter à Milan pour aller à Turin, ou à Turin pour aller à Milan, je ne sais plus. Mais la gare de Milan, c'est un tunnel en fait. Donc quand on s'est arrêté à la gare, moi j'ai cru qu'on était dans un tunnel arrêté, j'ai attendu qu'on reparte. Et donc j'ai raté mon truc. Du coup, j'ai pas fait la conférence inaugurale le lendemain, mais la conférence finale, le temps de revenir. Ce qui m'a permis de la préparer d'ailleurs. Mais pourquoi j'ai été saisi par ce livre ? C'est que dès la page 4, j'ai découvert que ce livre raconte une histoire qui se déroule dans l'appartement dans lequel je viens d'emménager. Il est décrit, l'adresse est indiquée, enfin voilà. C'est pour ça qu'Aladine Lacroix me l'a offert. Donc elle m'a offert parce que, voilà, elle voulait que je sache en quoi cet appartement était nimbé de littérature en fait. Mais c'est surtout l'histoire que raconte ce livre qui m'a scotché. C'est qu'elle raconte l'histoire d'un photographe qui aurait vécu dans cet appartement, qui aurait été un ami de Capa, le photographe, qui l'aurait accompagné en Indochine pour faire un reportage, et qui aurait assisté à la mort de Capa en Indochine. Capa a été tué en Indochine. Et à son retour en Indochine, ce photographe est resté pendant 4 ans dans cet appartement sans sortir, sans plus exposer ses travaux. Et puis un jour, il décide de disparaître. Et le livre raconte la quête du narrateur qui essaie de retrouver la trace de ce photographe disparu. Bon. Or, c'est exactement la même histoire que Majorana. Parce que Majorana, il a travaillé, je vous l'ai dit, pendant quelques mois avec Heisenberg à Munich. Quand il est rentré de Munich à Rome, il a cessé de travailler, il a cessé de fréquenter le laboratoire d'Enrico Fermi,
auquel il travaillait auparavant. Il a fait une sorte de dépression, dit-on. Il ne sortait plus. Et puis un jour, il a décidé de faire de l'enseignement. Il a postulé pour être prof à Naples. Il a été nommé professeur de physique théorique à Naples en janvier 1938. Il a donné quelques cours et puis il a disparu. Exactement comme une photographe. En expliquant dans une lettre qu'il allait disparaître et on n'a jamais retrouvé sa trace. Et moi, j'étais parti à sa recherche, un peu comme Modiano est parti à la recherche du photographe. Et quand on part à la recherche de quelqu'un, il ne faut pas le faire trop longtemps parce que ça devient dangereux. C'est ce qu'explique Modiano dans son livre. On finit par s'identifier à la personne qu'on recherche et ça, c'est très très dangereux psychiquement. Donc il faut arrêter. Mais j'avais été troublé par cette ressemblance. Et du coup, j'ai écrit à Modiano en lui expliquant ce que j'avais découvert. Et d'ailleurs, il semblerait que il connaissait évidemment cet appartement puisqu'il le décrit d'une façon qui est parfaitement exacte. Et je lui ai écrit, il m'a jamais répondu. Mais, il est auteur Gallimard, comme moi. Et donc, par l'entremise de Gallimard, je vais le rencontrer. Non, et la question, vous voyez, c'est qu'est-ce que c'est qu'un événement qui est évidemment le résultat du hasard, dans un certain sens, mais qui entre en résonance avec l'idée du hasard. Est-ce que c'est vraiment du hasard? Est-ce qu'il y avait une prédétermination? Donc je me suis amusé à regarder toutes les différentes théories de ce qu'on appelle le hasard, pour voir laquelle avait pu jouer dans l'anecdote que je viens de vous raconter. Et je ne vais évidemment pas livrer ici la conclusion à laquelle j'étais arrivé, pour maintenir l'espoir que j'ai que vous achetiez et lisiez le livre. Voilà. Donc, voilà, je peux encore parler des heures, mais le mieux, c'est peut-être de vous laisser la parole si vous avez des questions. Ah si, quand même, sur le titre, parce que court-circuit, ça fait bizarre. Le livre, en fait, j'ai mis en exergue une phrase de Michel Serres, qui écrit quelque part dans l'un de ses livres, « Le disparate a des vertus que la raison ne connaît pas. L'invention naît parfois du mélange des genres, des courts-circuits. » Et donc le titre initial que j'avais choisi pour ce livre, c'était « Mélange des genres ». Mais on m'a fait remarquer que le mot « genre » est un mot qui est devenu ambigu. Et donc j'ai pris « court-circuit », mais ça veut en fait dire la même chose. Voilà. Si vous avez des questions à poser, je fais office de porte-micro. Voilà. Il n'y a pas de métier. Ah, vous êtes loin, vous exagérez. Bonsoir monsieur. Vous parliez de hasard. Je me souviens d'un livre, Le hasard et la nécessité. Est-ce que vous pouvez approfondir un petit peu? Je ne me souviens plus très bien, mais il y avait... oui, c'est un livre qui a eu deux mots côte à côte. Le hasard et la nécessité, c'est un livre qui a eu une importance considérable dans la réflexion des sciences, notamment de la biologie et de l'histoire du vivant. Mais dans la bouche de son auteur, le mot hasard, là, c'est ce qui n'a pas de cause, ce qui est complètement contingent. Et c'est une question ouverte, même si on regarde ce qu'il en est de l'astrophysique. Vous avez des tas de gens qui disent, plus on découvre d'exoplanètes, donc de planètes en dehors du système solaire, plus la probabilité qu'il y ait de la vie extraterrestre est grande. Comme s'il y avait une sorte de déterminisme lié au fait que dès qu'il y a une exoplanète qui ressemble à la Terre, alors la vie devient possible. Donc c'est comme si la vie
était déterminée à advenir si les conditions pour qu'elle advienne sont réunies. Bon. Ça, c'est une opinion, une thèse, disons, qui est très très majoritaire. Mais elle n'est pas forcément raisonnable. Il y a par exemple un astrophysicien qui s'appelle Jean-Pierre Bibring, qui avec d'autres a démontré à quel point l'histoire de la Terre est spéciale. C'est-à-dire que dans l'histoire de la Terre sont intervenues des circonstances contingentes qui n'ont rien d'automatique et qui ne se sont pas forcément déroulées de la même façon pour d'autres exoplanètes, même si elles ressemblent plus ou moins à la Terre. Par exemple, le fait que la Terre ait une lune qui stabilise sa rotation, le fait qu'il y ait de l'eau sous les 3 phases, le fait qu'il n'y ait pas un rayonnement cosmique trop violent, c'est peut-être une singularité. Et donc, on n'a pas la preuve, en tout cas, que le fait qu'il y ait de très nombreuses exoplanètes signifie qu'il y a forcément une vie extraterrestre ailleurs. Il se pourrait qu'on soit tout seul. Qu'on soit le résultat, pour le coup, d'un hasard et de circonstances multiples contingentes qui ont créé des conditions extrêmement particulières dont nous sommes les seuls à pouvoir bénéficier. Je pense que c'est une façon de se renarcissiser, que par les temps qui courent, il ne faut pas négliger. Est-ce que je peux vous demander de m'expliquer un mot? Oui, bien sûr. Quand vous parlez un très beau portrait de votre frère, qui est magnifique. Mais parlez dans le micro. Vous parlez de votre frère, un portrait magnifique, et vous dites, il aimait l'entropie. Alors j'ai essayé de demander à mon fils, qui n'est pas maths, mais j'ai rien compris. Alors voilà, l'entropie. Ben, si vous n'avez rien compris, c'est soit parce que votre fils n'a pas été clair, soit parce que vous ne l'avez pas bien écouté. Mais en tout cas, ce n'est pas un concept de mathématiques, c'est un concept de physique. Voilà. En fait, ce qu'on appelle l'entropie, c'est une grandeur qu'on peut attacher au système physique qui mesure leur capacité à évoluer spontanément. Autrement dit, quand l'entropie d'un système est faible, sa tendance à évoluer va être très forte. Quand l'entropie est grande, au contraire, il va très peu évoluer. En fait, les systèmes évoluent de telle façon que leur entropie augmente jusqu'à ce qu'elle devienne maximale. Quand elle est maximale, ils ne peuvent plus évoluer, ils atteignent ce qu'on appelle un équilibre. Par exemple, quand vous mettez, je sais pas moi, du café dans le lait, ben ça fait du café au lait. D'accord ? Et cette opération augmente l'entropie. Parce qu'une fois que vous avez mis du café dans du lait, ça fait du café au lait, et vous ne pourrez jamais revenir à l'état initial dans lequel il y a du café d'un côté et du lait de l'autre. Parce que l'entropie du café au lait mélangé est plus grande que la somme des entropies du café tout seul et du lait tout seul. Donc voilà, et donc c'est vous qui allez faire un cours à votre fils. Et ça vous fait une double renarcissisation dans la soirée. Gratuite. Bonjour. Avant tout, merci pour cette présentation. Donc, j'ai une question qui se divise en deux. Quand je lis le titre, donc, je me demande quel est le lien que vous faites, si on a, avec la sérendipité. Et par ailleurs, si on pense au court-circuit, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais cette capacité qu'on a de réfléchir à partir le réel, de réfléchir le réel à partir de différents champs de connaissances, quelle est la capacité d'un court-circuit tel que vous le décrivez pour avancer dans les langages, voire trouver des néologismes? À propos de la première question sur la sérendipité, c'est-à-dire le fait de trouver quelque chose qu'on ne cherche pas en cherchant quelque chose qu'on ne trouve pas, la sérendipité, c'est quelque chose qui a eu un rôle évidemment très important dans de nombreuses découvertes scientifiques, mais uniquement dans des cerveaux préparés. Il y a des gens qui étaient dans une forme de réflexion, et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose qui va faire résonance en eux, et qui va les conduire à une nouvelle idée,
peut-être une nouvelle théorie ou l'idée d'une nouvelle loi. Mais ce n'est pas systématique. Je pense qu'aujourd'hui, les découvertes par sérendipité deviennent assez rares, en tout cas en physique, tellement la physique demande de moyens colossaux, donc une finalité pour obtenir des résultats qui soient inédits. Mais on pourrait dire qu'en effet, la sérendipité, c'est quand dans le cerveau, il y a un court-circuit qui se produit. Hein. Si on quitte le domaine de la physique pour parler des mathématiques, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui raconte comment Andrew Wiles, qui est un mathématicien anglais, a démontré le théorème de Fermat. Un théorème très très compliqué, en tout cas très facile à énoncer, mais très compliqué à démontrer. Il y a passé des années, et il a fait une première démonstration qu'il a présentée à des collègues qui ont détecté non pas une erreur, mais une incomplétude dans la démonstration. Il s'est remis au travail pendant plusieurs années, et quand on lui demande, et c'est l'objet du reportage dont je parle, comment il a trouvé la solution, et c'est une scène assez étonnante, il montre un papier sur lequel il a écrit des tas de choses, un théorème, je crois, démontré par des Japonais, puis sur une autre page, il y a un autre résultat démontré par d'autres gens, et il explique que c'est en rapprochant les deux feuilles, l'une de l'autre, qu'il a vu quelque chose. Mais il n'arrive pas à en parler. D'ailleurs, la première fois, il est filmé, il rapproche les deux feuilles pour reproduire ce geste inaugural, et il est pris presque de sanglots, enfin, il est paralysé, il n'arrive pas. Alors il recommence un peu plus tard, puis il n'y arrive toujours pas. D'accord ? Donc ce qui a fait court-circuit dans son esprit, et qui l'a conduit à trouver la bonne démonstration complète, il est incapable de le verbaliser. C'est presque un phénomène cérébral qui ne passe pas par la parole. Et justement, moi je pense qu'il y a des situations où la pensée n'est pas verbale. Elle est musculaire, pour parler comme Einstein. Einstein, c'est peu connu, mais à la fin de sa vie, il a accordé un entretien avec l'un de ses premiers futurs biographes. Et avant ça, il avait répondu à un questionnaire qui lui avait été envoyé par le mathématicien français Jacques Hadamard sur comment viennent les idées. Et Einstein avait dit en réponse, « Moi, j'ai une pensée musculaire. Ma pensée ne s'appuie pas sur du langage. Elle s'appuie sur des images mentales qui sont pré-verbales. Et ensuite, c'est tout un travail de convertir les images qui sont dans ma tête en phrases ou bien en équations. » Et par exemple, il explique qu'il a fait beaucoup d'expériences de pensée dans lesquelles il mettait en scène son propre corps. Qu'est-ce qui se passerait si mon corps était dans telle ou telle situation que je peux imaginer, mais que je ne peux pas réaliser? Par exemple, qu'est-ce que je ressentirais si mon corps était à cheval sur une onde électromagnétique? Qu'est-ce que je verrais? Qu'est-ce que je ressentirais si mon corps était en chute libre? S'il tombait en chute libre? Et là, il a eu une expérience comme ça en 1907. Il imagine que son corps est en chute libre, donc tombe dans le vide sans résistance. Il prend son stylo, qui tombe avec lui, il le lâche pendant la chute. Le stylo n'a pas la même masse que lui. Mais dans le vide, tous les corps tombent à la même vitesse. Donc le stylo qui tombe va tomber à la même vitesse que son corps. Donc pour lui, il ne tombera plus. Il verra le stylo en lévitation, c'est-à-dire en impesanteur. Et là, il a une émotion qu'il a complètement saisie, il le dit lui-même. Et il a une sorte d'intuition géniale, il comprend un truc, c'est pas une découverte en fait. Mais lui, par le fait qu'il met son corps dans une situation très spéciale, va comprendre quelque chose qui est impliqué par les équations de Newton, mais que personne n'avait préalablement verbalisé, qui est que quand vous subissez la pesanteur, votre poids, ça vous met en état d'impesanteur. C'est-à-dire le fait de subir la pesanteur supprime pour vous la pesanteur. C'est quoi cette histoire? Et là, il a compris un truc, pour le coup, qui va le mener à la relativité générale,
C'est de la sérendipité, mais vous voyez, dans un cerveau très préparé. Hein. Le cerveau d'Einstein, c'est pas Hanouna. Hein. Vous couperez ça au montage. Je veux pas de procès. Qu'est-ce que je disais mais regardez, réfléchissez à ça. Quand vous n'êtes soumis qu'à votre poids, vous ne pouvez pas sentir que vous avez un poids. Autrement dit, vous ne sentez que vous avez un poids que si votre corps est soumis à une autre force que votre poids. Par exemple, là, vous êtes assis, comme moi, et nous sentons que nous avons un poids par le fait qu'il y a une réaction de la chaise à notre poids qui nous fait sentir notre poids. Si vous faites du parachutisme, vous allez sentir votre poids plus faible par le fait qu'il y a une résistance de l'air. Mais si vous tombez dans le vide, vous n'avez aucun moyen de sentir votre poids. Donc quand vous chutez, tout se passe exactement comme si votre poids n'existait pas, alors que c'est lui qui vous fait chuter. C'est un truc de dingue. D'accord ? Et Einstein, malheureusement il est mort avant, mais moi j'ai pu faire, je le raconte dans le livre, c'est un chapitre qui s'appelle « Les mots et l'impesanteur ». J'ai pu faire un vol 0G. Vous savez, les vols 0G, c'est des vols dans des Airbus spéciaux. Vous décollez à 45 degrés, vous montez à 45 degrés jusqu'à 10 000 mètres. Donc l'avion est très accéléré, si on peut dire, avec une pente importante. Et là, vous êtes en hypergravité, c'est-à-dire que vous pesez plus que votre poids, puisque vous êtes écrasé par l'accélération de l'avion. Et une fois que vous avez atteint cette altitude, la résistance de l'air à 10 000 mètres est assez faible. Et il y a 3 pilotes qui font en sorte que la trajectoire de l'avion dont on a coupé les moteurs a une trajectoire parabolique pendant 20 secondes. C'est-à-dire la trajectoire d'un objet qu'on lance dans le vide. Si vous lancez un objet dans le vide, il va avoir une trajectoire parabolique. Et pendant ces 20 secondes, vous n'êtes soumis qu'à votre poids. Donc vous êtes en impesanteur. Vous décollez de votre siège, comme un astronaute, il n'y a plus de pesanteur pour vous, bien que vous soyez dans un champ de pesanteur. Okay ? C'est la vitesse de l'avion, son accélération, qui compense la gravité et fait que vous êtes en impesanteur. Et donc vous avez cette trajectoire parabolique de 22 secondes à peu près. Autrement dit, à rebours du sens des mots, vous pouvez prendre de l'altitude alors que vous êtes en chute libre. On peut chuter en prenant de la hauteur. D'accord ? Et sur la carlingue de l'avion, il y a la fameuse phrase d'Einstein qui est écrite. J'ai compris ce jour-là qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids. Cela provoqua en moi une très vive émotion qui me mena 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. D'accord ? Donc ça, c'est de la sérendipité au carré, quoi. Je propose qu'on s'en tienne à cela pour ce soir, sachant que l'ouvrage d'Étienne Klein est disponible à la sortie de cette salle grâce à notre libraire Antoine, ici présent. Et je vous souhaite à tous et toutes une très très bonne soirée. Voilà. Merci pour votre attention. Merci à vous.